Le mariage et le business, deux institutions qui obéissent aux mêmes lois. Assalamu alaikum à tous, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vibrez haut. Suite au sondage formulé sur mon compte Instagram, il a été relevé une majorité qui a souhaité avoir des informations sur la notion de business et mariage. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette réflexion qui a profondément transformé ma vie sur du 360. Alors, pendant longtemps, je pensais que le mariage et le business étaient deux mondes complètement différents et j'ai compris quelque chose. C'est qu'en fait, à travers mes accompagnements et à travers ma propre école et mon expérience, eh bien aujourd'hui, je peux vous le dire haut et fort, c'est que le mariage est une institution. Appelez-le comme vous voulez, une école, un établissement. En tout cas, c'est une institution et le business est une institution. Et qui dit institution, dit respect de règles et les deux obéissent exactement aux mêmes lois. Lorsque vous créez une entreprise, vous ne vous demandez pas chaque matin « est-ce que j'ai encore envie d'être entrepreneur ?» Non. Vous avez pris une décision et vous savez qu'il y aura des jours faciles et des jours difficiles, des clients satisfaits et des clients mécontents, des périodes d'abondance et des périodes de doute. Et pourtant, vous continuez à construire. Pourquoi ? Parce que vous avez une vision, parce que vous savez que toute construction passe par des ajustements. Eh bien, le mariage fonctionne exactement de la même manière. Aujourd'hui, beaucoup de couples abandonnent leur relation, non pas par amour, comme certains abandonnent leur business dès les premières difficultés, et ils interprètent le conflit comme un signal d'arrêt, alors que non. Le conflit est le début d'une belle aventure, c'est le début d'un signal d'évolution. Et en entrepreneuriat, c'est pareil. Lorsqu'une stratégie ne fonctionne pas, on ne ferme pas immédiatement l'entreprise, on ne dépose pas le bilan, on ne fait pas faillite, on analyse, on ajuste, on apprend et on refait jusqu'à en avoir les résultats. Alors pourquoi on ne fait pas la même chose dans le couple ? Eh bien, la vérité, c'est que le couple et le business révèlent les mêmes blessures, c'est-à-dire la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du manque, le besoin de contrôle, le syndrome de l'imposteur, la peur de la visibilité, le besoin de contrôle. Je viens de le dire, tout remonte en réalité à la surface. Et c'est pour ça que j'affirme souvent que ton business te révèle qui tu es et ton couple te révèle qui tu es. Les deux institutions sont des accélérateurs de conscience. D'ailleurs, vous n'avez qu'à observer un entrepreneur qui change constamment de projet, puis observer une personne qui change constamment de partenaire. Parfois, le problème n'est ni le projet ni le partenaire. Le problème, c'est que la personne, elle emporte ses blessures partout où elle va. Parce que là où tu vas, tu t'emmènes avec toi, tu ne peux pas te fuir. Et le Coran nous rappelle une clé extraordinaire à travers la sekina, la mawadda et la rahma. Allah ne parle pas de hub, de lovely, comme ce qu'on a pu nous vendre dans les séries de rêves, Melrose Place, etc. En fait, cette trilogie entre sekina, mawadda et rahma, c'est comme je vous l'ai dit sur Instagram, le couple c'est un triangle. Il y a ta vie, il y a ma vie, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et bien cette trilogie de sekina, mawadda et rahma, elle n'est pas seulement valable pour le couple, elle est aussi valable pour toute construction durable. La sakina, c'est quoi ? C'est la stabilité intérieure. La mawadda, ça va être l'investissement visible. Et la rahma, c'est la capacité à traverser les imperfections avec compassion. C'est je continue à être correcte, respectueuse, bienveillante, empathique, même quand tu ne l'es pas ou quand le contexte n'est pas propice à. Eh bien, un entrepreneur sans sekina, s'il n'a pas de stabilité, il va s'épuiser. Un conjoint sans sekina, il va s'épuiser. Un entrepreneur sans mawadda, s'il ne s'investit pas, il va finir par négliger son projet. Un conjoint sans mawadda, il finit par négliger sa relation. Un entrepreneur sans rahma, il se détruit à la moindre erreur. Un couple sans rahma, se détruit au moindre conflit. C'est exactement pareil, c'est du copier-coller. Et c'est pourquoi que je crois profondément qu'avant de chercher à réussir son business, il est important de travailler son monde intérieur car tout est lié. Déjà, il faut savoir qu'en fait, dans un couple, c'est comme deux stylos. Il est important
de la loi de Pareto de l'intégrer, sauf qu'elle est un peu inversée. En fait, dans le couple, c'est 80-20, c'est 80% de ressemblance. C'est comme si vous allez prendre un stylo avec un bouchon, vous prenez exactement le même stylo, la même marque, le bic, etc., la même tige, sauf que le bouchon change. Eh bien, vous allez imaginer que le stylo, c'est le 80% et 20%, c'est le bouchon. C'est-à-dire que 80% des similitudes, de complicité, il faut que vous ayez, en fait, dans le couple, il faut qu'on soit complice, qu'on s'entende, qu'on soit plus ou moins similaire à 80%. Et 20% va venir compléter. Sauf que dans le business, eh bien, c'est l'inverse. Il faut que 20% de mes actions me génèrent 80% de mon chiffre d'affaires. Et pourquoi je vous dis que tout est lié? Parce que la manière dont on va gérer l'argent ressemble souvent à la manière dont on va gérer la confiance. Et la manière dont tu vas construire ton entreprise ressemble souvent à la manière dont tu construis une relation. Tout est fractal, tout est miroir, tout est 360. Et c'est peut-être pour ça que les plus grands succès ne commencent pas par une stratégie. En réalité, ils commencent par un travail sur l'état d'être. Le business ne va être que la continuité d'être dans un état de faire, mais il va falloir déjà faire ce travail de royaume intérieur, de plonger dans ses profondeurs, dans son royaume, dans son état d'être. Parce que quand on est aligné, lorsque l'état d'être est aligné, le couple s'aligne, le business s'aligne et la vie commence à retrouver sa cohérence en réalité. Ce que l'homme devrait comprendre de sa femme, là je vais vous parler du langage. Parce que dans le business, comme dans la relation conjugale, c'est une histoire de langage. Alors, on parle la même langue, on parle le français, le chinois, le sénégalais, le comorien, l'algérien, le tunisien. On peut parler la même langue, mais ça va être deux langages différents. Là, c'est une partie de ce podcast qui est très importante parce qu'elle est source malheureusement de beaucoup de conflits et malheureusement de divorces. Alors, ce que l'homme devrait comprendre de sa femme quand elle parle, elle ne cherche pas toujours une solution. Une femme dit souvent, par exemple, je suis fatiguée. L'homme, qu'est-ce qu'il entend? Trouve-moi une solution. Alors qu'elle voulait simplement dire, écoute-moi, comprends-moi. Le conseil, écoute avant de réparer. Son émotion, elle n'est pas forcément un reproche, mais quand elle pleure ou elle exprime une frustration, elle n'est pas forcément contre toi. C'est qu'elle exprime parfois juste une surcharge intérieure. Alors le conseil, en tant que king, si tu m'écoutes, cher homme, ne prends pas tout personnellement. Elle a besoin de connexion avant la correction. Et beaucoup d'hommes corrigent immédiatement. Tu exagères, c'est pas si grave. Mais une femme, elle a souvent besoin d'être rejointe, comprise émotionnellement avant d'être orientée. Et ça, j'en parlerai, mais sur le plan intime, c'est exactement pareil. Elle a besoin d'être comprise, aimée, avant de se connecter physiquement. Et le conseil, là, pour un homme, il est important de valider son ressenti avant de proposer une solution. Son besoin à elle, c'est d'être rassurée. C'est pas de la faiblesse. La femme, elle revient parfois plusieurs fois sur le même sujet. Ce n'est pas toujours parce qu'elle n'a pas compris, mais c'est parce qu'elle cherche la sécurité émotionnelle. Alors le conseil, cher homme, la répétition est souvent une demande de réassurance en fait. Et ce que la femme devrait comprendre de son mari, c'est que le silence d'un homme, d'un king, chère queen, c'est que son silence n'est pas un silence punitif. Ce n'est pas toujours du désintérêt. Lorsqu'un homme se tait, il est souvent en train de réfléchir. Il entre dans sa grotte. Il traite l'information intérieurement. Alors le conseil que je te donne, chère queen, ne confonds pas silence et absence d'amour. Ensuite, autre point que je voulais apporter, le respect nourrit l'homme autant que l'amour nourrit la femme. C'est deux choses différentes, mais c'est très subtil. Une critique répétée peut être vécue par un homme comme une remise en question de sa valeur. Le conseil, chère queen, c'est corrige avec douceur et valorise et met toujours en avant ce qui fonctionne chez lui. Parce qu'il a besoin de se sentir utile, capable. Et lorsqu'un homme sent qu'il échoue partout, il peut se replier, non pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce qu'il ne se sent plus compétent. Alors le conseil, c'est de voir et de prioriser et de toujours mettre en avant et de valoriser, de soutenir, de reconnaître ses efforts avant ses résultats. Il exprime souvent l'homme son amour différemment parce qu'en fait, il a grandi avec un amour enfant où vous avez eu deux modes d'éducation sur l'amour différents aussi.
Une femme, elle va dire « je t'aime ». Un homme dira parfois « t'as mangé ? T'as vu, je suis passée, j'ai réparé ça. Fais attention sur la route. » Il a son mode à lui d'exprimer son amour. Alors que ce qu'il est important, il est important d'apprendre à reconnaître ses preuves d'amour cachées dans ses actions. Et le piège du couple, c'est que la femme demande de l'amour comme un homme, l'homme demande du respect comme une femme. Et chacun, en réalité, parle sa langue, mais sans comprendre celle de l'autre, avec un langage émotionnel différent. C'est comme si un Français parlait français à un Chinois en pensant qu'il va comprendre. Un Français qui parle français à un Chinois. Vous imaginez un peu le décor, le délire ? Alors, une phrase que je répète souvent, c'est que la femme a besoin d'être comprise avant d'être guidée et l'homme a besoin d'être valorisé avant d'être corrigé. Et ça, c'est fondamental. Parce que quand la femme, elle devient une source de paix et que l'homme devient une source de sécurité, le couple cesse d'être un rapport de force pour redevenir une alliance. Et c'est souvent là que naissent la sakina, la sérénité, la rahma, cet amour intarissable et le véritable sentiment d'être enfin chez soi auprès de l'autre. Alors, aujourd'hui, si vous ne vous comprenez pas, sachez que le langage caché derrière l'un et l'autre est source malheureusement aujourd'hui de conflits dans le mariage. Et ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas la sexualité. Contrairement à ce que certains viennent en thérapie et disent ah oui mais moi je manque, c'est vraiment un problème dans la sexualité. Non, la sexualité n'est que la conséquence de tout ce langage-là qui n'a pas été décrypté. Ce n'est pas la compatibilité, c'est le fait en fait que les deux parlent deux langues, deux langues similaires mais deux langages différents en pensant parler la même langue. Et c'est là que commencent en réalité toutes les incompréhensions. Autre chose que je voulais aborder dans ce podcast, c'est la partie responsabilité, la partie qawwam. Alors, qu'est-ce qu'on appelle derrière la notion de qawwam? Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'homme n'est pas celui qui commande. Le qawwam, c'est celui qui porte, c'est le responsable. Qawm, ça vient de qim sala, on dit qim, ça veut dire donc lève-toi. C'est vraiment cette notion d'ancrage, de verticalité, de portée. Et le qawwam, c'est celui qui assume. Ça vient de qawama, les trois lettres qaf, waw et mim. C'est celui qui assume, c'est celui qui protège, c'est celui qui répond présent lorsque la vie devient lourde. C'est que malgré les galères, malgré les obstacles, il est là. Il porte les responsabilités visibles, mais il porte aussi les responsabilités invisibles, c'est-à-dire les inquiétudes, les peurs, la pression financière, le besoin de protéger sa famille, le besoin de la peur de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment un MacGyver 360, c'est un couteau suisse. Il va se lever tous les matins, coûte que coûte, à répondre et se soucier à répondre à tous les besoins de sa petite famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Et après ses parents, je répète, il est important d'entendre ça, c'est qu'un homme a la responsabilité sur sa femme et le plus grand investissement, là où il doit investir, s'il doit investir, c'est auprès de sa femme d'abord, en number one, de ses enfants et ensuite de ses parents. Il y a un ordre à respecter. Donc, ce qawwam, ce couteau suisse, il a cette responsabilité, cette pression financière pour protéger sa famille, pour se soucier d'être à la hauteur, de voir que sa femme ne manque de rien, que ses enfants ne manquent de rien, que le foyer ne manque de rien. Et malheureusement, beaucoup d'hommes traversent ça en silence de la même manière que beaucoup de femmes portent des charges invisibles, telles que la charge émotionnelle, la charge mentale, le souci des enfants, les relations familiales, l'ambiance du foyer, les blessures affectives. Alors au lieu de nous demander qui souffre le plus, peut-être qu'il serait bien de se demander qu'est-ce que l'autre porte et que je ne vois pas en fait et que je n'ai pas décrypté. Parce que le langage de l'amour dans un couple, il est là en réalité. Tout se fait de manière subtile dans le langage. Les premiers temps, on se pose beaucoup de questions, on parle beaucoup, mais après le couple c'est fait pour s'accoupler. Le couple, il se vit pleinement 360. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement aimer ce qu'il nous apporte, mais c'est aussi comprendre ce qu'il porte. Et il ne dit pas tout. Un homme
si on devait évaluer la capacité à parler d'un homme, on dit que les filles c'est des pipelettes, les femmes elles parlent beaucoup, mais je vous assure, neuroscientifiquement parlant, si on savait un homme pourrait devenir beaucoup plus pipelette qu'une femme, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc il est important de comprendre ce que l'autre porte en silence, ce qu'il traverse, ce qu'il affronte, et choisir malgré tout d'être une paix, d'être un espace de sécurité émotionnelle, un espace sécure dans sa vie plutôt qu'un poids supplémentaire. Et je crois profondément que les couples les plus solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais de problème, mais ce sont ceux qui ont appris à regarder au-delà du comportement. Et pour ce faire, c'est pourquoi il est important d'avoir le regard de la rahma en fait. Il est important à voir la blessure derrière la colère, la peur derrière le silence, le besoin derrière le reproche, le manque derrière l'agressivité, le cri derrière quelque chose qui n'a pas été entendu et compris. Parce qu'au fond, l'homme a besoin d'être un refuge de sécurité et la femme a besoin d'être un refuge de paix. Et le qawwam, c'est celui qui apporte la stabilité, la sekina apporte l'apaisement, le pilier et le foyer, la structure et la chaleur. Et lorsque ces deux dimensions se rencontrent, entre Rahma et Meweda, quelque chose de magnifique apparaît. Entre Sekina et cette notion de Qawwam, eh bien, à ce moment-là, il y a cet amour inconditionnel, cet amour intarissable qui se manifeste dans le couple, cette capacité à continuer à aimer, même lorsque tout n'est pas parfait. Et c'est ça en réalité, le vrai couple, la vraie Rahma, c'est ça. Le Qawwam, l'homme qui porte et la femme qui apaise. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder une notion qui suscite beaucoup d'interrogations et d'incompréhension à travers justement cet équilibre entre hommes et femmes. Pendant longtemps, certains ont compris ça comme un pouvoir en fait, alors qu'en réalité, c'est avant tout une responsabilité. Le Qawwam, c'est pas celui qui domine. Le Qawwam, c'est celui qui porte, qui assume, qui protège, qui répond présent, même quand tout vacille et quand tout devient lourd. Et j'ai récemment lu une réflexion qui disait que construire un foyer, c'est pas seulement partager de l'amour, mais c'est apprendre à porter la vie ensemble avec conscience. Et je crois exactement ça, parce qu'un homme arrive dans le mariage avec son histoire, ses blessures, ses responsabilités, ses peurs qu'il ne dira peut-être jamais, ses échecs, la pression financière, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur de perdre, et pourtant il avance souvent en silence. Alors contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est qu'on se dit oui, on se marie avec la famille, c'est deux familles, nanani, nanana. Non, c'est un profil psychologique avant tout. Mais est-ce que tu connais ton propre profil avant de te joindre à ton partenaire de vie pour identifier son profil psychologique et voir s'il y a possibilité de se pluguer? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de couples regardent uniquement ce que l'autre ne donne pas. La femme regarde ce qu'elle ne reçoit pas. Et ça, c'est 99,9% des conflits aujourd'hui. C'est cet élément de comparatif et de ne pas se contenter en réalité. L'homme regarde ce qu'il ne reçoit pas. Et chacun finit par tenir la comptabilité de ses manques. Alors que les couples les plus solides ne sont pas ceux qui comptent, ce sont ceux qui portent. Le Qawwam n'est pas seulement celui qui ramène un salaire, c'est celui qui devient un pilier, une stabilité, un refuge, une force tranquille, quelqu'un auprès de qui on peut déposer ses peurs sans crainte d'être jugé. Et c'est lui qui fait le premier pas quand il y a un conflit. Mais il y a une chose que l'on oublie souvent. Si l'homme est appelé à être Qawwam, la femme est appelée à être Sekina, la paix, l'apaisement, le refuge émotionnel. Car un pilier a besoin d'un foyer et un foyer a besoin d'un pilier. L'un porte la structure et l'autre apporte la chaleur. L'un porte les murs et l'autre donne une âme à la maison. Et lorsque ces deux fonctions sont en guerre, le couple s'épuise. Et quand l'homme cesse de porter, quand la femme cesse d'apaiser, quand chacun exige avant de donner, quand chacun attend avant d'incarner, eh bien la relation devient un champ de revendication. Et c'est là que ça devient regata party. Alors j'aime rappeler au couple que le mariage, c'est pas une compétition, c'est pas qui donne le plus, qui souffre le plus, qui a raison. Le mariage, c'est une alliance, c'est deux êtres imparfaits qui décident, malgré leurs blessures, de construire quelque chose de bien plus grand que eux. Et peut-être que l'amour mature commence ici, en réalité, quand une femme ne regarde plus seulement ce que son homme lui apporte, mais ce qu'il
apporte. Et quand un homme ne regarde plus ce que sa femme lui donne, mais ce qu'elle traverse, alors le regard change, la gratitude revient, le respect revient et la miséricorde, la rahma, l'amour inconditionnel revient. Alors au fond, être un qawwam, c'est pas être un supérieur. Contrairement à ce que certains ont traduit dans le Coran et ont compris cette compréhension, mais traduire, c'est trahir. Ar-rijal qawwamun ala an-nisa. Je ne sais plus quelle est la référence, mais je vous la mettrai en description. Mais c'est cette notion de responsabilité, c'est accepter d'être responsable, c'est accepter que quand il y a le conflit, c'est moi qui viens vers toi. On se donne quelques temps, on règle nos conflits de manière propre, saine, et c'est moi qui viens vers toi, même si tu as tort. Même si je sais que c'est moi qui ai raison, je vais te faire comprendre que c'est toi qui as raison et c'est moi qui ai tort, parce que je veux que notre couple fonctionne. L'homme, le qawwam, c'est accepter d'être responsable, et être sakina, ce n'est pas être soumise. C'est choisir d'être une source de paix. Et lorsque la responsabilité rencontre la paix, le foyer devient ce que Allah a voulu qu'il soit, un lieu de rahma, de sérénité, de croissance pour les deux âmes. Parce qu'au final, les unions les plus profondes ne sont pas forcément les plus bruyantes. Ce sont souvent celles où chacun devient pour l'autre un refuge, une stabilité, une force tranquille dans un monde déjà suffisamment difficile. Parce qu'au fond, le mariage comme le business, ce sont deux écoles de la relation. Une entreprise, elle ne prospère pas sans confiance. Et un mariage ne prospère pas sans confiance. Une entreprise ne prospère pas sans communication. Comment voulez-vous activer l'étape de la vente si vous n'avez pas communiqué sur votre produit? Ça, je vous en parlerai, mais c'est un ensemble de poupées russes. Le marketing, le business, c'est... Le marketing, c'est la grosse poupée russe, mais à l'intérieur, vous en avez plusieurs. Et les deux dernières, c'est la communication et la vente. Et un mariage ne prospère pas sans communication. Une entreprise ne prospère pas sans engagement. Et un mariage ne prospère pas sans engagement non plus. Et lorsque quelque chose bloque dans notre rapport à l'argent, eh bien, il est parfois intéressant d'observer ce qui se passe dans nos autres relations. Car la vie, elle est fractale et elle reproduit souvent les mêmes schémas dans différents domaines. Et ce que j'observe souvent chez des femmes extraordinaires, compétentes, intelligentes, diplômées, talentueuses, mais qui n'osent pas demander leur juste valeur, qui n'osent pas vendre, qui n'osent pas se montrer, qui ont peur du regard des autres. Et lorsque nous creusons ensemble, eh bien, on découvre souvent une peur plus profonde, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de déranger, la peur de décevoir, les mêmes peurs qui peuvent parfois s'exprimer dans le couple en réalité. Et c'est là que tout devient intéressant et fractal, et c'est pourquoi j'accompagne de manière 360, de manière holistique, parce que très souvent, nous ne manquons pas de compétences, nous manquons de sécurité intérieure, nous ne manquons pas de potentiel, nous manquons parfois d'autorisation intérieure. Alors, je vais vous partager une réflexion qui m'accompagne beaucoup, c'est que la première expérience d'abondance que nous faisons dans notre vie n'est pas l'argent, c'est la relation. Avant même de connaître un salaire, un client ou un compte bancaire, nous avons connu une mère, une présence, un regard, une manière d'être accueillis dans ce monde. La mère représente symboliquement la première expérience du recevoir, recevoir de l'attention, recevoir de l'amour, recevoir de la nourriture, recevoir de la sécurité. Et parfois, lorsque recevoir a été compliqué dans notre histoire, eh bien, nous pouvons inconsciemment rencontrer des difficultés à recevoir ailleurs, recevoir un compliment, recevoir de l'aide, recevoir un cadeau, recevoir de l'argent, recevoir un client, recevoir de l'amour tout simplement. Comme si quelque chose en nous disait « je dois mériter avant de recevoir ». Or, l'abondance commence souvent lorsque nous apprenons à recevoir sans culpabilité. Et j'aimerais également vous parler du couple, qui est vraiment en fractal avec le business et la relation à la source, parce qu'on nous prépare souvent au mariage, on nous prépare à la robe, à la fête, aux différentes robes, à toutes les couleurs, à toutes les cultures, pendant la cérémonie, à cette fameuse nuit dont tout le monde parle, mais qui nous prépare réellement à construire une vie de mariage? Qui nous apprend à communiquer, à gérer les conflits, à écouter, à réparer, à grandir ensemble? Et très peu de personnes, et pourtant un couple sain peut devenir un véritable accélérateur de prospérité. Non pas parce qu'il apporte de l'argent, mais parce qu'il apporte de l'énergie. Et le business et le couple, c'est qu'une fréquence d'énergie, de la stabilité, du soutien, de la vision. Et lorsque deux personnes avancent dans la même direction, elles démultiplient leurs ressources. Et à l'inverse,
lorsqu'une grande partie de notre énergie elle est consommée par des tensions, par des incompréhensions ou des blessures relationnelles, eh bien il reste peu d'espace pour créer. Et cela vaut aussi pour le business. Et j'aimerais dire que l'argent, c'est une énergie. Attention, ça ne veut pas dire que l'argent tombe du ciel. Ça signifie que notre rapport à l'argent est souvent le reflet de notre rapport à la valeur, à la confiance et à la circulation. Parce que l'argent circule, l'amour circule, la reconnaissance circule. Et lorsque nous bloquons un domaine, il est fréquent que cela impacte les autres. C'est pourquoi je crois profondément que la prospérité n'est pas uniquement financière. Une femme prospère, c'est une femme qui est alignée, une femme capable d'être en paix avec Allah, en paix avec elle-même, en paix avec ses relations, avec sa mission. Car il existe des personnes riches qui vivent dans la pénurie intérieure, dans le manque. Et jamais l'abondance, la prospérité ne vient se pluguer dans un état de manque. Et des personnes qui possèdent peu, mais qui vivent dans une immense abondance de cœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec une question. Et si votre prochain niveau de prospérité ne dépendait pas d'une nouvelle stratégie, et si votre prochain niveau de prospérité dépendait de la qualité des relations que vous entretenez avec Allah, avec vous-même, avec votre mère, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos clients et avec la femme que vous êtes en train de devenir et de retirer les couches qui l'empêchent de revenir à elle dans son état d'être originel. Car au fond, la prospérité n'est pas seulement ce que nous possédons. La prospérité, c'est aussi la qualité de ce qui circule à travers nous. Wallahu a'la wa ahkam, je vous confie à Dieu dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous confie à Dieu dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. À bientôt pour un prochain épisode.